l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, avec aujourd'hui Valérie Lefort, Jeff Nunez et Fred Vernat. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Alors bonjour. La question du jour, comment l'ASM peut-elle gérer le retour de Sébastien Vahamaina? Le deuxième ligne de l'ASM, vous êtes au courant, a été exclu du quart de finale de Coupe du Monde face au Pays de Galles hier matin pour un coup de coude sur un joueur gallois, un rouge mérité. Bien évidemment, les réseaux sociaux se sont déchaînés. Messieurs, comment se relever d'un geste qui, pour certains, je dis bien pour certains, a coûté une place en demi-finale de Coupe du Monde? Valérie, tu t'y colles en premier. Je m'y colle. Alors, je pense qu'effectivement, il a coûté une place en demi-finale. Après, pour lui, ça va être compliqué. Il va traîner ça toute sa vie, toute sa carrière. Ça va le poursuivre. La Coupe du Monde a un effet... c'est une déflagration, donc ça va le suivre. Marqué au fer rouge. Ouais, voilà. Donc il va falloir qu'il vive avec ça, qu'il apprenne à le gérer et puis à l'évacuer surtout. Donc ça va pas être simple pour lui. Il avait déjà eu du mal au mois d'avril 2018. Bon, c'est au moment où l'ASM faisait une très mauvaise saison, la saison post-titre. Et donc il avait pris un carton rouge à Agen. Ouais. Voilà. Il avait là aussi une première fois pété les plombs. Je me souviens, j'étais en haut de la tribune. Il avait fait moins gênant en termes de contexte sportif. Oui, certes, mais bon, il avait eu du mal à le digérer. Oui. Et d'ailleurs, il l'avait reconnu, il s'était excusé tout de suite. Et puis il avait dit qu'il avait eu honte. Il en parlait encore la semaine dernière chez nos confrères de l'équipe. Et donc là, ça prend des proportions, c'est démultiplié. Donc ça va être compliqué pour lui quand même. C'est trop d'ailleurs. C'est trop d'ailleurs, si je peux me permettre une petite digression à mon avis. Tu parles de quoi, de la réaction sur les réseaux sociaux dessus. Parce qu'il y a même des journalistes qui ont été assez violents. Oui, c'est pour ça. Alors que le geste soit débile, je l'ai beaucoup lu. On est tous d'accord. Par contre, lui, on peut parler du geste, on peut parler éventuellement du joueur, mais on ne peut pas parler comme ça de l'homme. J'ai vu qu'on le traitait d'imbécile. Je suis désolé. Enfin, il a tué personne. Tué personne. Non, mais ça faut arrêter. Non, mais les réseaux sociaux, il faut arrêter avec ça. Pas que des réseaux sociaux. Le geste est idiot, il est imbécile, l'homme ne l'est pas. Non. J'ai lu des confrères, en tout cas, évoquer le traitant d'imbécile. Là, pour le coup, c'est trop. Cela étant dit, évidemment, il a sa part dans l'élimination de l'équipe de France. Il n'y a pas que ça. On ne va pas citer toutes les raisons qui ont amené l'équipe de France à perdre ce match. Les points non pris au pied, les mauvais choix tactiques. Non, mais oui, je ne renie pas la responsabilité du carton rouge. Mais il y a d'autres choses aussi. Après, ce qu'on peut noter sur lui, sur le joueur, de ce qu'on connaît, je trouve quand même c'est un joueur sur qui la pression a tendance à glisser en règle générale. Donc je pense que s'il y a quelqu'un qui est capable de se remettre assez vite de ce genre d'ouragan médiatique, c'est sans doute lui. À moins qu'il ne l'intériorise. Ouais. Moi, en revanche, j'ai une petite crainte par rapport à la façon d'appréhender et de gérer son retour dans le top 14. Ça va être la réaction des publics vis-à-vis de lui et la réaction des adversaires qu'il va rencontrer vis-à-vis de lui. Sera-t-il le Ginola voilà. C'est-à-dire sur tous les terrains. Déjà un bon point, c'est qu'il n'y a pas eu de Gérard Rouillet pour lui tomber dessus et disant qu'il avait fait quelque chose de criminel. Un peu moins abruti. Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que les adversaires ne vont pas le cibler, le chatouiller, le provoquer pour essayer de le faire à nouveau péter les plombs? C'est une possibilité. Franchement... c'est pas interdit dans le règlement d'aller chatouiller quelqu'un dont on sait qu'il peut être parfois à fleur de peau et qui peut avoir des réactions épidermiques et violentes. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir lui ça lui arrive deux fois. Précisons aussi quelque chose. Il prend très peu de cartons. Voilà, il a un poste très exposé et pourtant il prend très peu de cartons. Non. On va rappeler qu'il a 27 ans. Voilà, c'est arrivé deux fois. Il a commencé jeune. On lui souhaite un bon anniversaire. D'ailleurs, je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui. Sympa. Je crois qu'il s'en fout un peu. Bon retour. En tout cas, à l'issue de la rencontre d'hier face à Lyon, Franck Azema, l'entraîneur de l'ASM, a déclaré: on va faire tout ce que l'on peut pour l'aider. Alexandre Lapendrie, lui, de son côté, a estimé qu'il fallait le soutenir et bien l'accueillir sans en faire trop non plus. Il n'a tué personne. Puis ça reste que du sport, malgré tout. Et deux, c'est un grand garçon. Mais alors justement, Lapendrie dit il ne faut pas en faire trop. Ça veut dire que donc il faut le soutenir, mais sans... et faire de la calinothérapie non plus. Oui, c'est un grand garçon. Il ne faut pas tomber dans la compassion. Et voilà quoi. Il l'assume.
et puis c'est à lui de se relancer. Enfin, pas tout de suite, je pense, parce qu'on attend la sanction. Ça va tomber le 24. Le jeudi, donc, il sera auditionné par la commission de discipline. Et pour en avoir parlé hier soir avec Franck Azema, voilà, ça risque de lui coûter cher. On n'est peut-être pas prêt de le revoir tout de suite sur un terrain. On peut s'attendre à combien? On parle de semaines, d'autres parlent de mois même. Oui, ça peut être en mois. Si c'est 10 semaines, ça fait plus. Ça peut atteindre, selon le règlement, c'est simple, ça peut atteindre 52 semaines. Évidemment, il prendra pas. Évidemment, il prendra pas ça. On peut s'attendre vraisemblablement entre 8 et 10 semaines. Je pense qu'on va pour moi, je pense, je l'ai annoncé très très tôt, je n'envisage pas un retour avant début janvier, je pense. Donc, et quelque part, tant mieux, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas qui se lave la tête, un mal pour un bien, voilà, qui soit un petit peu à l'écart, sachant que je pense que connaissant Galtier, qui est un petit peu rancunier, je suis pas sûr qu'on fasse appel à lui pour le tournoi non plus. Donc voilà, il va pouvoir se focaliser sur son club et tranquillement d'ici quelques semaines. Et puis si on peut lui souhaiter aussi quelque chose, repensons à Warburton qui avait pris un rouge. C'était pas la même chose. Il avait pris un rouge contre l'équipe de France à la Coupe du Monde 2011, qui avait clairement contribué à l'élimination de son équipe contre l'équipe de France. Mais c'était un geste. En 2011, j'ai pas eu l'impression qu'il l'a beaucoup subi. Mais c'était un geste réflexe. Ça n'a rien à voir. Sur Vincent Clerc, là, c'est un geste prémédité. Donc c'est pas la même chose. Valérie, tu suis les joueurs de l'ASM quotidiennement avec Christophe Buron qui participe régulièrement à ce podcast. Est-ce qu'on peut dire que Sébastien Vahamaina est un joueur costaud psychologiquement? Il n'est pas fragile en tout cas. Ouais. Non. Donc c'est ce que disait Fred. Non. Il peut. Je pense qu'il va. Mais il va se relever. Voilà. Je pense qu'il a. Alors 2 fois le disque s'est rayé là. C'est arrivé à Agen et puis là contre le Pays de Galles. Mais globalement, c'est un garçon qui est posé, qui est un peu à l'image de son physique. Donc, il a déjà eu des coups durs. Tu parlais de son carton rouge, effectivement, l'année dernière à Agen. Moi, je me souviens surtout de sa non-sélection à la Coupe du Monde 2015, qui avait été un coup dur, parce qu'il était quand même attendu dans le groupe. Il était quasiment partant certain. Sa période très difficile quand il a signé à Perpignan, où il avait été pris en grippe par le public, ça s'était mal passé, il y avait eu incompréhension. C'est un joueur clivant. Il s'en est relevé. Donc il a déjà pris des claques dans la gueule. Oui, voilà, il s'est relevé. Mais c'est un joueur clivant parce que. C'est pas moi qui irais lui mettre. Moi non plus. Tu nous disais, Valérie, que c'est un garçon timide. Oui, il se livre pas facilement. Il se livre pas facilement. C'est un bon gars en plus. Il parle pour l'avoir souvent eu en point presse, c'est vrai qu'il a une toute petite voix où il parle tout bas. Il intériorise beaucoup. Faudrait pas que quand même il intériorise trop. Il est assez bout en train. Faudrait pas qu'il intériorise de trop non plus par rapport à cet événement. Alors l'entourer c'est bien, mais c'est Morgan Parra qui, à l'issue de la rencontre contre Lyon hier au Michelin, a déclaré il faut qu'il assume au niveau international, il ne peut pas faire cela. Donc il faut qu'il réfléchisse aussi. C'est un grand garçon, il a fait une connerie, c'est à lui de l'assumer, puis de faire ce qu'il faut pour se remettre dans les rails. Bon, ça reviendra. Mais quoi qu'il arrive, ça va le suivre. Et puis ça reste un très très bon joueur qui fait une très belle carrière. On reverra, j'en suis persuadé, en équipe de France. Oui, on lui souhaite d'être champion du monde en 2023. Mais voilà. Mais ça va lui coller à la peau. Comme Schumacher en 82 en Espagne, alors que ça a été un super gardien qui a fait une grande carrière. Le grand public retient une image. Sur, Baptiston. Voilà. Alors là, c'était avant-hier, c'était un peu moins grave, largement. Mais ça va le suivre. Voilà. Il va falloir qu'il vive avec ça, c'est tout. Messieurs, nous allons clore ici le débat. Je vais tout de même évoquer une info en marge de ce quart de finale de la Coupe du Monde perdu par le 15 de France. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir pas mal de choses, mais on a pu voir aussi une photo de l'arbitre de la rencontre qui mime le geste de Sébastien Vahamaina en compagnie de supporters gallois. Alors, World Rugby s'est saisi de l'affaire. L'instance internationale a expliqué qu'elle était en train d'établir les faits, c'est ce qu'elle dit avant de se prononcer définitivement. Vous avez vu cette photo, ça vous choque, ça vous fait rire? Ça sera mon flop, moi, ça fait 2 garçons. Ça fait 2 garçons pas très malins à l'issue de ce match. C'est ce que j'avais l'air de dire. Voilà, c'est pas très malin. Là aussi, il aurait dû réfléchir. Certes, mais c'est pas très grave non plus. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais c'est pas très malin. Non, c'est pas très malin. Mais bon, faut lui donner la place que ça mérite, pas plus. Les arbitres de tout temps, ont vu les supporters après les matchs, que ce soit les supporters en championnat. C'est pas ça le problème. Oui, mais c'est pas ça le problème. Il y a le geste, ok. Il mime le geste. Oui, après, d'accord. C'est pas très malin. Non, c'est pas très malin. Mais c'est pas lui qui a mis le coup de coude. Faut aussi remettre les choses à leur place. Alors c'est pas malin. Il va se prendre sûrement un blâme par World Rugby. Ça sera pas immérité. Mais bon, faut laisser ça. Voilà. Aujourd'hui, sauf que les réseaux sociaux ont pris une telle place. Et puis ça fait un effet boost. On en parlait tout à l'heure. Si on racontait et on disait ce qu'on sait sur certains arbitres après certains matchs,
Bon, voilà. On en parlera à la fin de l'émission. Non, après l'émission. Mais non, mais voilà, ça fait partie de la vie. Mais bon, aujourd'hui, tout est étalé, donc faut faire attention à tout, faut être policé, faut être... Bon, c'est pas lui qui a mis le coup de coude dans la tête du troisième ligne gallois. Il s'est lâché parce qu'il sait qu'il va plus arbitrer de la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud. Non, il est tranquille. Il a relâché la pression. Je l'avais pas trouvé très brillant pour parler de sa performance à lui durant le match. Je l'ai pas trouvé bien brillant. Et au-delà du supposé en avant qui conduit à laisser. Non, il n'y a pas en avant. Gallois, oui, il n'y a pas supposé, j'ai dit. Non, il n'y a pas en avant. La règle 11 alinéa à 5B est très claire. Quand le ballon est arraché, il n'y a pas d'en avant. En plus, celui qui arrache et celui qui prend le ballon sont au même niveau. Donc il n'y a pas en avant, point. Donc il y a essai. C'est pas suffisamment et pour en a parlé hier soir avec des arbitres, et nous on aurait arbitré ce match-là. Le seul point qu'on peut reprocher à l'arbitre, c'est de ne pas avoir expliqué concrètement au micro quand il parle, on l'aurait entendu à la télé. Le motif. Voilà, de faire un minimum de pédagogie et d'expliquer au grand public pourquoi il accordait l'essai. C'est la faute qu'il a, entre guillemets, la petite faute qu'il a commise. Mais sinon, il y a essai, point. Il y a pas... Allez, vous écoutez Simon Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Valérie, ton top, s'il te plaît. Alors mon top, moi, ce sera le rugby japonais. Pour différentes raisons. D'abord pour ce qu'ils ont apporté au niveau du spectacle. Ils ont pris cher contre les Sud-Africains. Oui, bah ouais, mais bon, je pense qu'ils je te titille. Je pense qu'ils arrivaient, ils tiraient la langue physiquement, ils sont tombés sur l'équipe qu'il leur fallait pas. Voilà, les Springboks. En face, il y a des Golgoth. Le profil d'équipe, voilà, qui ne leur convenait pas. Voilà, ça allait pas. Mais par contre, ce qu'ils ont montré pendant la Coupe du Monde, la maîtrise, la qualité de jeu. Ce peps qu'ils ont dans leur rugby, d'avoir tapé l'Irlande, d'avoir tapé l'Écosse, franchement chapeau. D'ailleurs aujourd'hui il y a une réflexion qui est lancée depuis quelques jours. Faut-il intégrer, et la question je pense la réponse est oui, faut-il intégrer le Japon au Four Nations? Alors les raisons sont aussi au-delà du sportif, mercantile, économique. Donc on va rappeler avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Argentine. Alors la vraie plus-value elle est d'abord sportive mais elle est économique. Les matchs au Japon ont fait jusqu'à près de 70 millions de téléspectateurs. Comme disait Fred tout à l'heure, c'est l'époque de l'ORTF. C'est hallucinant. Plus d'un Japonais sur deux était devant sa télé. Ils ont explosé. Donc en termes de retombées, c'est fantastique. Alors le seul vrai problème, c'est la réalité des déplacements. Un petit Argentine, un petit Buenos Aires, Tokyo, c'est compliqué. Voilà, on fait le tour du monde complet. Donc c'est difficile à gérer pour les joueurs. La Nouvelle-Zélande n'est pas trop loin, mais l'Afrique du Sud est très loin, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, ce qu'ils ont montré, et puis on a vu des joueurs. Qu'est-ce que c'était rafraîchissant de voir une telle vivacité dans le jeu. Non, mais c'est vrai. Ils ont une prise de risque aussi. Combien d'équipes sur les renvois vont faire un petit A, deux petits A, et tout de suite on va voir le 9 alerter son ouvreur pour aller au bout du troisième temps de jeu, aller en touche. Là, non, on repart à la main. Et si seulement on ne passe pas, là, on revient à du jeu au pied d'occupation, de pression. Suivez mon regard, en fait. C'est ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai, il y a des championnats qu'on connaît bien. Mais c'est pas une option prioritaire. On voit moins ces stratégies, ce jeu de mouvement. La sortie au pied n'est pas prioritaire. Elle est possible et elle est utilisée, mais elle n'est pas prioritaire. Et c'est vrai que... Et puis on a vu des joueurs capables de se faire des passes sur un pas, même des trois quarts, c'est normal, mais des deuxièmes ou des troisièmes lignes qui avaient aussi une maîtrise technique des fondamentaux. Et leur talonneur. Alors certes, sur les 23 par exemple, sur les 23 qui étaient hier sur la feuille de match, il y a 10 joueurs qui n'étaient pas nés au Japon. Il y a eu beaucoup de naturalisation. Et Vakatawa est né en France. Quand on voit, non. Je dis pas que c'est mal. Je fais le simple constat de dire que sur 23, il y en avait 10. Enfin bon, je dis pas que c'est bien garçons ou mal, comme leur troisième ligne, mais au bon, Japon leur depuis l'âge de troisième 16 ans. ligne est capitaine Leach, Maria une japonaise qui parle le japonais, il est totalement intégré. D'accord. Bon les gars, on va pas faire un podcast sur le Japon, même si ça aurait bien dommage. C'était rafraîchissant. Ton top, Jeff. Mon top, c'est le discours. On a vu la vidéo, le discours sur Sport Auvergne, le discours de Guilhem Dirado pour ses adieux. J'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très bon. Le joueur n'a pas fait une grande Coupe du Monde, mais le capitaine et l'homme est sorti par la grande porte. Voilà.
Si on peut regretter quelque chose, c'est qu'on découvre presque cette image de capitaine de Guillaume Guirado un peu tard, quoi. Je trouve que vu de l'extérieur, malheureusement, il n'a pas toujours renvoyé. Le joueur a souvent été critiqué. Il a souvent perdu, c'est difficile. Oui, c'est vrai qu'il est arrivé dans une période. En interne, par contre, les joueurs, d'ailleurs, Jefferson Poirot, quand il avait été mis en avant par Simon d'autres, tous le soulignaient, donc il n'y avait pas d'équivoque là-dessus. Fred, ton top? Moi, je voulais juste saluer la bonne performance globale de l'ASM durant la période de Coupe du Monde. C'était le club le plus impacté quasiment du top 14. Avec Toulouse et le Racing, évidemment. Et puis on voit où ils sont. Alors, il y a eu des choix forts. On en avait débattu ici, notamment la rotation qui avait été opérée pour l'impasse qui avait été opérée pour le match à l'UBB. Mais au final, avec cette victoire contre le Loup, on se rend compte que l'ASM est en haut du classement. Pas tout en haut, certes, mais très bien placé. Et compte tenu de cette période qui était casse-gueule, pour le dire un peu trivialement, je trouve que c'est vraiment une performance remarquable. Quelle gestion, c'est ça, un point de Bayonne. Un bilan de 5 victoires, 3 défaites. Regardez où sont les autres équipes impactées, quoi. On y reviendra sûrement dans un autre podcast. Ton flop, Valérie, s'il te plaît. Flop, globalement, ça va être quand même le top 14. Parce qu'on a joué hier la 8e journée. Donc on est quasiment pratiquement au tiers du championnat, en marge d'une Coupe du Monde. Alors nous on est dedans, on vit avec, on vit à côté. Donc, mais pour le grand public c'est difficile à comprendre. Alors ici à Clermont c'est un peu différent parce qu'on est dans une ville qui vit, qui mange, qui dort rugby, donc l'impact est moins important. Mais pour être allé dans d'autres villes ces dernières semaines où le rugby est moins important, le championnat passe totalement sous les radars. Et ça c'est un vrai problème. Et puis il y a un problème d'équité aussi, quand on voit le Racing où ils sont aujourd'hui, les difficultés de Toulouse. Après on peut élargir le débat en disant que les gens payent pour voir des matchs où il n'y a pas les meilleurs joueurs. Enfin bon, c'est très compliqué. À titre de comparaison, les Anglais hier ont disputé simplement leur 2e journée. Bon, ils ont un top 12, mais hier soir 2e journée. Ça veut dire que 2-8. C'est pas la même chose. Mais pour rebondir, c'est comme un classico en Espagne entre le Real et le Barça où il manquerait et Varane et Modric et Suarez et Griezmann et Messi et ainsi de suite. Voilà, la réception de Montpellier, c'est catastrophique. C'est tout bonnement catastrophique. Varane, on peut s'en passer. Bref. Non, mais prenez en photo quand même quelques internationaux, voilà. Juste pour conclure sur ce thème, prenez en photo le classement de top 14 actuellement parce qu'il risque sans doute de ne pas être le même d'ici quelques semaines. Jeff, ton flop, c'est le Stade Français. J'ai peur qu'on se dirige tout droit vers un accident industriel. Alors certes, les internationaux il va y avoir du changement dans le stade. Vont revenir, que ce soit Nicolas Sanchez ou aussi le 3e ligne argentin et d'autres joueurs, quoi. Mais ils sont très très mal embarqués. Bon courage à Thomas Lombard. Voilà. Qui était à Clermont hier soir. Courage, oui. C'est voilà. Qui commentait son dernier match. Il va y avoir du mouvement juste après la Coupe du Monde dans les instances. Mais j'ai peur que. Pour l'instant, l'entraîneur reste en place. Merci Valérie. J'ai peur que ça se finisse très très mal et que malheureusement, ce ne soit pas une fin heureuse. Fred, ton flop. Mon demi-flop. Un demi-flop, ça c'est un nouveau concept. Oui, un demi-flop adressé au Dr Pepper, à Jaco Pepper. Tu en as parlé tout à l'heure. Pas forcément, non. Non, on en a parlé là il y a quelques minutes, mais c'est pas très intelligent. Pour son arbitrage ou pour la photo? Non, pour la photo. On est d'accord sur un point. Évidemment, c'est même très rassurant de voir un arbitre qui se mêle aux supporters après match. On en connaît d'autres en Coupe d'Europe qui viennent régulièrement faire la même chose à Clermont à chaque visite, par exemple. Ça c'est très bien, mais aujourd'hui on ne peut pas ignorer les réseaux sociaux. L'alcool n'excuse pas tout. Et donc non seulement il y a l'histoire du coude, mais c'est-à-dire qu'il pose pour une photo, donc il s'expose. Pas obligé de se genouiller à leur dictature non plus. Voilà. Allez, ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, donc place au quiz. Alors pour débuter, messieurs, je vais vous demander de trouver le nom d'un joueur à travers son parcours. On l'a déjà fait. Alors je vous donne une liste de clubs et cette liste correspond donc à un joueur. Une liste dans l'ordre de. Sinon, oui, elle est dans l'ordre. Si je vous dis La Rochelle, Bourgoin, l'ASM Clermont et la section paloise, vous me répondez. Bravo Valérie. Julien Pierre, surnommé Julien Pierre. Surnommé le chameau. Voilà. On va maintenant jouer au jeu de la charade.
Aïe, aïe, aïe. Alors, vous devez deviner le nom de famille d'un joueur de la SM Clermont. Mon premier. Oui, c'est toi qui as trouvé la semaine dernière. Moi, j'ai trouvé Capdevielle. Ouais. Alors, mais j'ai trouvé grâce au troisième indice. Voilà. Joueur actuel ou pas? Oui. Alors, mon premier est une ville normande. Mon deuxième est la première syllabe du chant du coq. Mon troisième peut être blanc ou complet. Et mon quatrième est une conjonction de coordination. Cancorier, bravo. La ville normande, Cocorico, blanc ou complet, le riz, et voilà, la conjonction. Ça vole très haut. Ah, mais j'ai mis du temps à faire les charades. Bravo. Non, mais on se rend pas compte, c'est un vrai travail. C'est le circuit de charade. Alors attention, là, maintenant, ça va être les enchères. Alors, je vous propose maintenant de jouer au jeu des enchères. Merci, Jeff. Alors, le 9 juin 2019, l'ASM affrontait Lyon lors des demi-finales du top 14. L'ASM avait battu Lyon et s'était qualifié pour la finale. Je vous demande de me citer le nom des joueurs de l'ASM qui ont débuté la rencontre. Alors attention, qui ont débuté la rencontre, pas ceux qui étaient sur le banc. Il y en a donc 15. Alors pas de nom pour l'instant. Vous me dites chacun votre tour combien de noms vous êtes capable de citer. Celui qui gagne les enchères pourra se lancer. Alors, on va commencer avec toi Valérie. Combien de joueurs, à ton avis, tu peux me citer sans te planter? Sachant qu'il y en a 15. Allez, on commence à quoi? 4, 5? Non, je vais dire, on attaque un peu plus haut quand même. Waouh. Un peu de panache, non? Ah, carrément. Tu commences fort les enchères. Alors moi, tes camarades vont même pas. Petit bras alors. Comment il a gros bras lui. Commence Jeff. 6. 6. 8. Fred, 8. Ah, on lui met la pression. C'est intéressant. 8. Est-ce que tu surenchéris, Valérie? Alors, si je reste en dessous, c'est à eux de se dévoiler. Ah oui, et les points vont à ceux qui... Ah d'accord, on marque des points à chaque fois. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Toi, tu peux en dire beaucoup plus que nous, toi. Tu y étais. Pas d'erreur, attention, pas d'erreur. Faut pas faire d'erreur. Ah non, faut pas faire d'erreur. Pas faire d'erreur. Donc 8, ça fait plus de la moitié là. Ouais. Bah allez, on va dire 9, allez. Allez, Valérie, 9. Jeff? Non, je m'arrête. Non, tu t'arrêtes. Fred? T'as envie, hein? T'as bien envie. Mais j'ai honte là. Normalement, on devrait la connaître par cœur facilement. Comment? On devrait la connaître par cœur encore. Bah oui. Allez. Ouais, mais je pense que j'en ai plus, mais je veux pas être ridicule. Tu t'arrêtes là? On dit 9? Je vais m'arrêter là. Allez, 9. Donc... 9 oui, il faut que tu en trouves 9 qui étaient donc alignés sur la feuille de match que j'ai là. J'ai pas oublié la liste contre la semaine dernière. Okay. Bon, tu parlais de 9, donc ton numéro 9 c'était Ledlow. Ledlow et de 1. Voilà. Donc Camille Lopez en 10. Lopez de 2. Voilà. Fritzli en 3e ligne. Fritzli 3. Voilà. Si je me trompe une fois, c'est mort? Ah oui, c'est mort. Ah oui. T'as pas le droit à l'erreur, c'est ça. D'accord. Donc Vamaina Timani en 2e ligne. C'est ça, donc ça fait 5 si je dis pas de bêtises. Voilà. Au talonnage, on avait Kaiser. 5, Kaiser 6. Voilà. Il en manque donc 3. Il t'en manque 3? Ouais. Oh bah t'avais... Facile. Oui. Maintenant je me rends compte que oui. C'est pas si facile que ça. Je pense qu'on peut refaire le 15. C'est pas si facile que ça. D'accord. Donc en première ligne, il y avait Rabah Slimani. Oui, ça fait... On a combien là? 7? 6, merci monsieur le juge. Falgou de l'autre côté. 7. Voilà. T'en fais encore 2? Eh oui. C'est ça? Ouais. Bon. C'est pas mal pour l'instant. Ouais. Donc, bon là, les gros, tu les as fait? Oui. Ah, pas tous. Donc il y avait Damien Penaud. Penaud, ça fait 8 et il en reste un. Et t'en veux un dernier pour la route? Allez, vous voulez quoi? Un Français, un étranger? Ah, ce que tu veux. On va dire, allez... Mais je vais me planter là, je le sens. Ah, c'est le dernier, attention. Christophe, la dernière fois, il s'est planté sur le dernier. Allez. Voilà, c'est bon. Voilà. 9. Bravo. Raka. Il y avait Raka, il y avait Fofana, il y avait Toeava et Lapandry, je crois que tu n'as pas cité. Donc, et il y a Ituria aussi. Ah, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, bravo. Donc, allez, encore une question. Pour terminer, je vous propose le jeu de l'intrus. Je vais vous citer une série de noms de joueurs. Vous devez trouver l'intrus. Donc, voici la liste. Patricio Fernandez, Steven Jones, Jérôme Moreau, Camille Lopez et Luc McAllister. Moreau. Que de demi-mêlée, les autres étaient tous... C'était assez facile. Les autres sont tous des ouvreurs. Steven Jones, qu'on a vu d'ailleurs. Qui ne change pas. C'est le même qu'en 2004, 2005. Il change, c'est le même homme depuis quand il est arrivé à Clermont. Ok, ici Montferrand est maintenant terminé. On finira par dire Clermont un jour. Cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube, messieurs. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.